Corse du Sud, février 2008. J'arrive de l'aéroport avec mon cousin. J'entre dans la grande maison familiale. Il fait très froid, mais on doit laisser la porte d'entrée ouverte. Il y a beaucoup de monde. Les gens discutent à voix basse, on sert du café noir. Dans le grand salon, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Je trouve ma mère, je la serre fort dans mes bras. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je la vois habillée tout en noir. Elle et ses frères et sœurs ont l'air fatigués. Ils ont veillé leur père ces derniers jours jusqu'à la fin. Mon grand-père sera enterré dans 2 jours. Il est là, tout près, dans la chambre d'à côté, et les visiteurs se succèdent pour le saluer une dernière fois. À la messe, l'église était pleine, les chants corses magnifiques. Maman m'a dit « C'est ça qu'il voulait, Pépé, un enterrement corse, il serait content. » Ça m'a marqué. Ma mère n'est pas croyante et peu attachée à ce genre de tradition. Et puis de toute façon, mon grand-père était parti. Pourquoi c'était si important de respecter les traditions corses ? Je n'avais rien compris. Mais c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que papa et maman n'ont jamais beaucoup parlé d'Algérie. Servez-vous à boire et à manger, hein. Ce que j'ai vécu, moi, je vais vous le raconter. Sauf que, évidemment, les pieds noirs avaient quand même des idées un peu arrêtées. Et c'est moi qui lui remets le bouquet de fleurs à De Gaulle. Bon, après, on sait ce qui s'est passé, hein. Enfin, on longeait sur un trottoir en ville et on entendait des mitraillettes. Quand on est arrivé, on n'a pas sauté au plafond, hein. Et du coup, toi, tu te sens quoi ? Moi, je suis pied noir et corse et français. D'avancer quoi. Moi je pense que j'ai gardé la culture du terrain, de la terre, de cultiver, d'avancer comme ça. Cet épisode s'intitule « Les rapatriés ». Les rapatriés, selon la loi du 26 décembre 1961, sont les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. À l'issue des accords d'Évian signés le 18 mars 1962, près de 650 000 personnes quittent l'Algérie pour se replier en France. Entre 1956 et 1961, près de 150 000 Français sont déjà partis d'Algérie pour la métropole qui accueille dans le même temps d'autres rapatriés venant des anciennes possessions françaises comme l'Indochine ou le Maroc. Mais l'exode des rapatriés d'Algérie est différent par son aspect massif. Ainsi, en 1962, en 4 mois, on compte plus de rapatriés qu'en 5 ans pour les précédentes migrations liées à la décolonisation. Mon idée de podcast a germé quand je me suis rendu compte que les souvenirs de ma mère et de ses frères et sœurs au sujet de leur arrivée en France divergeaient beaucoup. Ils ont vécu la même expérience, mais de 4 façons différentes. Ils ne se souviennent pas trop des dates, ils mélangent leurs différents départs d'Algérie parce qu'ils sont partis en France puis retournés passer des vacances en Algérie. Ça a été compliqué pour moi de comprendre ce qui leur était arrivé au début des années 60. D'ailleurs, ce n'est toujours pas très clair. Je vais conserver ce flou, leur laisser la parole pour qu'ils racontent le départ d'Algérie, l'arrivée à Thuy à côté d'Annecy dans une pension de famille sans leurs parents, l'installation en Corse pour toute la famille réunie, et l'intégration. Cette intégration difficile à résumer parce qu'elle reflète la complexité des choses. Pour ma famille, c'est la chance de pouvoir cultiver la terre à nouveau. C'est à la fois la Corse méditerranéenne et accueillante, mais aussi une île où émerge le sentiment autonomiste et puis les attentats. Voici donc, en vrac, le récit de mes oncles Pierre et Alain, de ma tante Joëlle et de ma mère. Joëlle, est-ce que tu te souviens de ton départ vers la France ? Quand vous êtes partis tous les 4 avec votre tante Georgette et ses 2 enfants ?
On avait dormi à Oran, à l'hôtel, et le matin, on s'était levé, genre 4 heures du matin, on était déjà dans la queue pour partir. On était les premiers. Alors je me souviens, oui, de grandes malles, grandes valises, et puis on avait attendu pratiquement toute la journée. Hein. Donc je me souviens qu'on courait là sur le quai. Enfin oui, ça faisait comme un genre de quai, une grande esplanade. Et à l'arrivée, une arrivée en tout cas, il y avait Fernand qui nous attendait pour nous amener à Thuy. Et donc voilà, elle nous a montré, elle nous a fait visiter le dortoir. C'était un dortoir. Il y avait les prières avant chaque repas. Et il y avait que vous à la pension ou il y avait d'autres familles? Ah non, il y avait d'autres enfants, il y avait plein d'enfants. Vous beaucoup. Il y avait deux femmes qui géraient ça? Oui. Oui, mais bon, ça marchait à la baguette. Hein. Alors il y avait des enfants qui étaient là depuis des années. Je me souviens d'un gamin, après en réfléchissant, je me suis dit, ce gamin, il était autiste, tu vois. Il parlait pas, il passait son temps à se balancer comme ça. Et personne ne s'en occupait particulièrement, tu vois. Il était dans un coin, voilà. De temps en temps, elle lui amenait une assiette de soupe ou je sais pas quoi, mais bon, non, elle s'en occupait pas particulièrement. Et puis après, il y avait aussi des enfants qui habitaient très loin dans la montagne et qui descendaient à l'école en ski. Alors ça, j'ai bien compris qu'on avait obligé donc la cousine à les garder, parce qu'il n'y avait pas de cantine au village, à les garder à manger à déjeuner. Sinon, les gamins, ils pouvaient pas. Sinon, ils mangeaient leur sandwich, il faisait froid encore en hiver. Et elle les prenait que l'hiver, hein, quand il faisait froid. Après, en été, au printemps, je ne sais pas où ils allaient manger, ces pauvres gamins. Donc, elle les avait mis dans un coin. Et puis, elle leur donnait la soupe, un plat comme ça. Et après, elle attendait quand ils avaient fini de manger, ils partaient. Et puis, une fois qu'ils étaient partis, elle nous donnait le dessert. Mais oui. Et Alain, tu disais que lorsque vous êtes arrivé à Thuy, près d'Annecy, là, tu commences à avoir quelques souvenirs. Ouais, j'ai le souvenir de ce dortoir où il y avait une espèce d'alcôve, un lit dans une alcôve et on dormait là-dedans. Et après même la cousine, je crois que c'était une parente. Et je la vois un peu, mais sans vague, quoi. La cousine, elle était un peu sèche. Ouais, sèche, speed et sévère, quoi. Sévère et mince. C'est pas un bon souvenir. Voilà, c'est pour ça que j'ai effacé tout ça. Ouais. De l'école non plus? Dans l'école, non. À Thuy, même à Annecy, ça ne me dit rien non plus. Pourtant, j'ai fait 2 ans sûrs puisque j'ai redoublé. T'as redoublé quelle classe? CE2. Donc au CE2, t'as pas de souvenir? Non. Et t'en as parlé après avec tes frères et sœurs de ça? Non, j'en ai jamais parlé. Comment ça se fait? Déjà parce que je parle pas beaucoup. Je pose pas beaucoup de questions. Donc voilà, c'est comme ça. Maman, tu te souviens de la période où vous étiez dans la pension de famille? Non, j'ai pas de souvenir. De toute façon, je pense que c'était une période qui était dure, donc je n'ai pas gardé de bons souvenirs. Et le premier jour d'école, où je suis allée à l'école, du coup, puisqu'en Algérie, j'avais pas été à l'école. Donc le premier jour où je suis allée à l'école, voilà le souvenir que j'ai, c'est que je pleurais tellement que finalement la maîtresse, elle m'a collée à côté de mon frère. Elle m'a collée à côté d'Alain en espérant que ça me calme. Et alors, ça avait marché? Bon, je pense quand même, parce qu'elle est à côté d'Alain, mais... Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de la période où vous étiez en France sans vos parents? Moi, j'étais à Thônes. À Thônes. Et les 3 autres, ils étaient à Thuy. Mais tu étais à Thônes en internat? Oui, il y avait une pension de famille. À Thuy, il devait y avoir jusqu'au CE1 ou CE2. Alors que moi, j'étais au CM1. Donc, tu étais tout seul à Thônes? J'étais tout seul et il y avait une pension de famille, ouais. Et moi, je me souviens en tout cas de ta mère, une toute petite fille comme ça. Ça m'avait un peu... Ça t'avait marqué parce qu'elle était petite et oui, des toutes petites comme ça qui étaient un peu... Mais toi aussi, tu étais petit. Ouais, mais c'est pas pareil, j'avais plus, moi j'avais quasiment 10 ans, j'avais 10 ans. 10 ans. Ouais. Et elle, quel âge elle avait en 60? Elle avait 4 ans. 4 ans. Partie, oui, tu t'imagines? Non, c'est pour ça que je vous pose des questions, moi je sais pas. Je sais que j'ai du mal à m'imaginer. Et
de temps en temps, j'allais la voir à Thuy, je sais plus pourquoi, ou peut-être que j'ai passé un an à Thuy quand même. Je sais plus, mais ce que je me souviens, c'est que on était l'objet quand même de racisme un peu. Mais des autres enfants qui étaient là, qui traitaient ça le pied noir, truc, machin, tu vois, il fallait... Ah, toi, tu te souviens de ça? Ah ouais. Il fallait vraiment se battre pour se faire respecter. Hein. C'était pas tout le monde, mais il y en avait quand même toujours au milieu qui se croyaient plus intelligents que la moyenne, tu vois, puis qui suivaient le truc. Oui, parce que d'autres pieds noirs, il n'y en avait pas, j'imagine. Non, mais il y en a qui devaient entendre parler de certaines choses. Hein. Après, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Ça s'est fait plusieurs fois, parce qu'entre-temps, de temps en temps, on retournait là-bas. Parce que ça durait au moins 2 ans, là, cette histoire où on était en France, en tes France, parents en ouais. D'accord. Je pense que ça durait quasiment 2 ans. Ouais. Tu te souviens de l'été que vous avez passé en Algérie? Alors, je me souviens que c'est cet été-là que mon grand-père maternel est mort d'un accident de voiture. Voilà, et je me souviens qu'il n'y avait plus grand monde dans le village. Ah oui, ça s'était vidé? Et oui, ça s'était vidé, il n'y avait plus Odile, il n'y avait plus grand monde. Hein. Et quand vos parents vous ont récupéré de la pension de famille, vous êtes allé à Annecy, c'est ça? D'abord dans une maison typique savoyarde dans le vieil Annecy, prêtée par la famille. Ça, tu t'en souviens? Oui. De cet endroit? Ouais, je m'en souviens, c'était au dernier étage, il faisait un froid de canard, j'avais eu des otites, ça oui, je me rappelle. L'eau, elle avait gelé dans les robinets, ça devait être assez fréquent d'ailleurs. Tu te souviens de ça? Ah oui, que l'eau est gelée dans les robinets tellement il faisait froid, c'était quand ils sont arrivés en Haute-Savoie. Et puis après, donc, on est allé à Novelle. Novelle, c'est un autre quartier d'Annecy. On logeait dans un appartement au sein d'un immeuble style HLM, tu vois, c'est des immeubles très simples. Et c'est là que Denis est né? Denis est né, oui. À Annecy. Oui. Et tu sais ce qu'ils faisaient, tes parents? Alors, maman était à la maison, hein. Ouais. Et puis papa, lui, à l'époque, je sais qu'il transportait, il était routier en fait, je pense, hein, il transportait, alors je sais pas s'il faisait des transports pour une société bien précise ou s'il travaillait sur plusieurs sociétés, mais il faisait des transports de marchandises. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il transportait les bouteilles de vin. À l'époque, il y avait des petits bouchons en plastique, toutes les couleurs qui bouchaient les bouteilles, donc on récupérait les petits bouchons, on s'amusait avec ça. Voilà, c'est un souvenir. Et tu sais pourquoi tes parents ont choisi de partir s'installer en Corse? C'est quand on était à Novelle que mon père et Raymond sont partis en Corse pour chercher des terrains. Donc là, ils ont cherché quand même pratiquement 1 an. Hein. C'est Joseph Boubet qui leur avait envoyé un télégramme et qui avait dit à mon père, il avait envoyé un télégramme à mon père, il avait dit, alors viens en Corse, mais celui qui avait écrit le télégramme, il a dit, viens en Corée. Viens en Corée, il y a du travail. Et bon, mon père, il savait que Joseph était en Corse, donc il a compris que c'était la Corse. Il a pris un billet plutôt pour la Corse plutôt que pour la Corée. Je crois qu'ils ont atterri chez les Boubets. Et puis bon, sur la plaine orientale, ils étaient sur la plaine orientale à Almeria. Bon, là, c'était déjà pas mal pris, il y avait déjà pas mal de pieds noirs, donc ils se sont un peu éloignés. Et là, oui, ils ont cherché, ils ont visité des terrains, et voilà, ils sont allés voir des terrains, et voilà. Papa, il disait toujours qu'ils allaient à 4 pattes dans les chemins de sanglier, quoi, hein, pour retrouver les limites, c'était le maquis, un maquis très, très dense. C'est-à-dire il leur fallait un endroit où ils aient assez de terrain pour vivre à 2, si tu veux. Et donc, voilà, cet endroit, ils l'ont trouvé dans la vallée de l'Ortol. Mais voilà, à chaque fois pour visiter, c'était plusieurs terrains et puis plusieurs propriétaires. Donc, ils voulaient voir les limites du terrain. Et ces terrains, il y en avait un petit peu qui était déjà planté en vigne, mais beaucoup, c'était que du maquis. Okay, donc, ils allaient à 4 pattes dans le maquis pour délimiter les terrains. D'accord. Enfin, délimiter, pour voir au moins déjà à quoi ça ressemblait, quoi. Tu te souviens du déménagement en Corse? Eh bien, comme on a déménagé, pas forcément, mais je me rappelle du premier voyage, on était dans les cales. Hein. On était dans les cales, ça durait une éternité, on était dans les cales. On a voyagé dans les cales. Du bateau? Avec le déménagement, on a voyagé dans les cales. Nous, avec mon père et Pierre, on a ramené les meubles dans un fourgon. Parce que je me souviens surtout de la montée d'Ajaccio à Serrache, parce qu'on est monté à Serrache. L'épopée de la route, quoi. Le camion, il fallait s'arrêter pour mettre de l'eau, il fallait laisser se reposer.
Tu te souviens de ce que tu as pensé quand tu as vu Serrage? Non, quand on est arrivé, bah voilà, c'était... C'est vrai qu'on n'était pas, on n'a pas sauté au plafond, hein. Pourquoi? Bah parce que c'était perdu, puis on est arrivé, il n'y avait personne. Il y avait quelques vieilles maisons, et puis toutes n'étaient pas habitées non plus. Il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas d'eau non plus dans la maison. Il fallait chercher l'eau à la source. C'était loin? Ah bah c'était quand même, je dirais, 400-500 mètres. Après, voilà, on a passé un bon été parce que ma mère, elle nous amenait tous les jours à la plage quand même. Ouais. Non, Pierre, lui, il bossait déjà avec mon père. Hein. Ah oui? Mon père, D'accord. Ouais, Ok. il avait embauché. Donc tous les trois? Il allait sur Ils le avaient bulle. tout à faire. Ah bah oui, ils avaient tout à faire. Hein. Mon père, lui, il partait le matin à 5h, pareil, on ne le voyait pas hein, de la journée. Et donc Et Pierre, on il était revoyait jeune le en soir. fait, parce qu'il n'est pas beaucoup. Bah, plus Pierre, il âgé que toi. avait 13 ans. Voilà, ils ont commencé par démaquiser, labourer, planter des vignes. Alors, pourquoi la vigne? Bah, il y avait la SAFER. Voilà, ils étaient très suivis par la SAFER. Il y avait des ingénieurs agronomes qui venaient très régulièrement et je pense qu'ils suivaient. Puis voilà, et pour le développement agricole de la Corse aussi, parce que la Corse à l'époque, quand mon père est arrivé, tu avais les métayers, hein, donc ils travaillaient avec la mule. Ils ne travaillaient pas le jour de la Saint-Machin, ils ne commençaient pas un travail le vendredi. Et c'était de la vigne, de la vieille vigne, donc les pieds plantés assez serrés, et donc il n'y avait pas de tracteur qui pouvait passer. Là, il y avait que les... Enfin, il y avait 3-4 hectares, hein, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc après, vous avez trouvé, enfin, Pépé et Mamie ont trouvé un appartement à Sartène, en ville. Oui. Alors, c'était pas en plein centre-ville, c'est un immeuble qui était récent, qui venait d'être construit. Donc, à l'époque, c'était très très correct comme logement. Hein. Et tu te souviens pour Pépé et Mamie, comment c'était l'accueil en Corse? Après, en Corse, il a fallu se créer des relations. Hein. Et puis, récupérer les terres. Comme c'était assez seigneurial à l'époque, quand ils sont arrivés, ça n'a pas été simple de s'intégrer, je pense. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les terrains appartenaient beaucoup à une seule personne là, et qu'ils en étaient encore au système vraiment de vassal. Hein. Et ils cultivaient la terre, ils s'occupaient de la terre, mais en revanche, les autres, les propriétaires, ils venaient une fois ou deux par an pour récupérer des fruits, des légumes, du vin. Et ça, je me souviens qu'ils avaient essayé de faire ça avec papa et maman, mais ça a été niette. Hein. Parce que papa, en fait, lui, il louait la terre. Ouais. Et donc, voilà, donc c'était pas évident de s'intégrer, de récupérer des terres, arracher la vieille vigne, démaquiser. Et ils en ont rendu des services hein, pour avoir la paix sociale. Et en septembre, on est allé à l'école. Donc oui. toi, t'es allée en 6e. Moi, je suis allée en 6e. Pierre, lui, est rentré en 4e. Et puis Alain et Brigitte, ils étaient en primaire. Et là, tu te souviens de racisme aussi? Non, en Corse, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout Toi, encore. t'as une bonne, oui. bon souvenir. On était plutôt bien accueillis, ouais, franchement, ouais. Parce que ce qu'il y a, c'est que les Corses, c'était des exilés un peu par nature. La terre corse, elle est très pauvre, et donc une grande partie de la population qui était partie aux colonies, quoi, à l'époque. Donc chaque famille corse avait au moins un parent qui était en Algérie ou en Indochine, qui comprenait très bien le processus, quoi. Donc non, franchement, on a été bien accueillis à Sartène, ouais. En plus, à Sartène, il n'y a pas eu de surpopulation de pieds noirs, si tu veux. On n'était que 8 familles, je crois, 8 familles de pieds noirs. Non, ça n'avait rien à voir. Et pendant toutes ces années, est-ce qu'il y avait des choses qui vous reliaient à l'Algérie? Le vécu. Et ce qui était un peu marquant, c'est qu'au début, pour un oui, pour un non, on allait chez les Boubés, tu vois, où les Boubés venaient chez nous. Pourtant, il y avait 2h30 de route. Hein. Et puis la route à l'époque, c'était pas la route de maintenant. Les voitures, c'était pas les voitures de maintenant. Hein. Donc pour un oui, pour un non, on était les uns chez les autres, tu vois. C'est la solidarité, le besoin de se retrouver un peu. Mais mon père et ma mère, ils n'ont jamais été dans le regret ou dans c'était mieux avant, tu vois. Ils ont toujours regardé devant. Ça faisait partie de mes questions. Le phénomène autonomiste, il est un peu né en réaction peut-être à ces... Ça, oui, ça a pas dû... Parce que ce qui se passe, c'est qu'en Corse,
la Corse était vraiment sous-développée. Et l'État français, il avait créé une société, ça s'appelait la Somivac, Société de mise en valeur de la Corse. Ils avaient fait cette société et ils achetaient des lots de terre dans lesquels ils faisaient un hangar et une maison, c'était 40 hectares aussi, je crois, et qui étaient censés être distribués à des Corses, à des agriculteurs corses pour développer la Corse. Sauf que là-dessus, l'État français se retrouve avec une masse de pieds noirs qui arrivent d'Algérie, ils ne savaient pas quoi en faire. Du coup, ces lots qui étaient destinés aux Corses, ils les ont donnés aux pieds noirs. Ouais. Ah, tu comprends que les autres, ils ont eu un peu la haine. Donc ça passe. Et après, il y a eu un gros scandale, le scandale des vins corses, dans lesquels il y avait beaucoup de pieds noirs qui étaient, pour ne pas dire 100% de pieds noirs qui étaient impliqués, et qui trafiquaient des vins. Et, voilà. Et ça, c'était à Aléria, dans une cave coopérative. C'est ça. Ouais. Ça, c'était, ouais. Mais c'était pas que la cave coopérative d'Aléria, c'était un peu, je ne vais pas dire institutionnalisé, mais il y avait 4 ou 5 grosses familles qui avaient fait ça, et qui portaient un énorme préjudice au vin corse et à l'économie corse, quoi. Et donc, l'étincelle, elle est partie de là. Un petit retour en arrière s'impose. Mon grand-père a quitté l'Algérie après la majeure partie des pieds noirs. Il est arrivé en Corse en 65 après la grande vague d'arrivée des pieds noirs. Il a décidé de s'installer là où il y avait moins de rapatriés d'Algérie, parce que c'était là où il y restait des terres, mais peut-être aussi qu'il cherchait à se fondre dans la population locale et à s'intégrer totalement. Il a toujours été très actif dans la vie locale. Il voulait d'ailleurs faire partie d'une liste municipale, mais les différents attentats, j'imagine, l'ont fait renoncer. Mon grand-père n'a pas bénéficié de ces lots de la Somivac évoqués par Pierre. En revanche, il a pu contracter des prêts auprès du Crédit Agricole, comme beaucoup de pieds noirs. Effectivement, très vite après l'indépendance de l'Algérie, la France a initié un processus pour accompagner financièrement le retour des pieds noirs. Mais ça a pris quelques années pour se mettre en place. La loi du 26 décembre 1961 introduit la possibilité d'une indemnisation des biens perdus en Algérie, mais leur indemnisation n'intervient qu'avec le vote des lois de 1970, 78, 82 et 87. Créée en 1970, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, ANIFOM, est chargée de l'instruction des demandes d'indemnisation faites par les rapatriés pour leurs biens agricoles, immobiliers, activités commerciales, etc. Le rapport du député Michel Diefenbacher, publié en septembre 2003, chiffre à 14,2 milliards d'euros la valeur actualisée des sommes versées au titre de l'indemnisation. J'ai devant les yeux la notification d'indemnité complémentaire que ma mère a reçue de l'ANIFOM pour sa part des biens de ma grand-mère décédée en 1983. 9 673 francs. On est en septembre 1988, soit 26 ans après l'indépendance de l'Algérie. En parallèle de cette indemnisation, des prêts de réinstallation ont été accordés pour les pieds noirs non salariés, notamment beaucoup d'agriculteurs. Environ 26 000 prêts de réinstallation ont ainsi été accordés par des banques, dont le Crédit Agricole, ayant passé convention avec l'État. L'indemnisation reçue a donc souvent servi à rembourser une partie de cette dette, mais beaucoup de bénéficiaires de ces prêts de réinstallation se sont rapidement trouvés dans une situation de surendettement. Entre 1963 et 1987 se succèdent plusieurs lois et autres mesures exceptionnelles pour accorder aux créanciers des délais de paiement exceptionnels, ainsi que des remises de dettes et diminuer les taux d'intérêt de ces prêts non remboursés. En 1994, plus de 30 ans après l'indépendance algérienne, les commissions départementales d'aide aux rapatriés installées sont créées. Elles élaborent des plans d'apurement des dettes qui peuvent comporter une aide de l'État allant jusqu'à 77 000 € pour couvrir jusqu'à la moitié des dettes. Refermons la parenthèse sur les indemnisations. Je voulais savoir comment mes grands-parents avaient vécu la montée du mouvement autonomiste corse et le sentiment anti-pieds noirs. Les premiers événements, c'était à Aléria. Voilà, c'est sûr que ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur, puis mes parents, ça a dû leur faire remonter des choses, mais ils en ont pas parlé, hein. Ils n'en parlaient pas. Après, je sais que mon père, il a été victime d'attentats aussi, hein. Alors pas lui directement, mais les machines. La machine à vendanger, ils avaient mis le feu à... Pourtant, la machine à vendanger, elle était dans un garage fermé, mais ils avaient réussi à ouvrir le garage, et ils avaient mis le feu à un pneu. Et manque de peau, c'était un pneu qui était rempli d'eau. Enfin, manque de peau pour eux. Et heureusement pour Pépé. Les pneus arrière étaient remplis d'eau. Donc voilà,
Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non. Mais je sais que ma mère, elle a vécu quand même, beaucoup dans la, je dirais pas la terreur, mais la peur d'un attentat. Hein. Parce que je me souviens, une fois, j'étais allée en vacances à la villa, à Sartène, et puis j'entendais un tic-tac. Et je dis à ma mère, qu'est-ce que c'est ce bruit de tic-tac? Tout de suite, j'avais vu, tout de suite, elle était allée voir derrière les portes, elle avait ouvert partout, elle avait fait le tour de la maison. Je l'avais un peu affolée, ouais. Ces fameux événements d'Aléria font référence à la naissance du mouvement autonomiste corse. Un article du Monde d'octobre 1970 résume peut-être de façon un peu caricaturale la situation. Je cite. « Pedineri fora, les pieds noirs dehors ». Ce slogan, inscrit en lettres noires sur les murs de la région, illustre l'amertume des Corses. Les rapatriés nous traitent comme ils traitaient les Arabes. Ils se pavanent avec leurs belles voitures, leurs bateaux ou leurs piscines. Ils vivent en circuit fermé, ont leurs magasins et fréquentent tous le même bistrot. Dès qu'ils achètent une terre, ils plantent des écriteaux « défense de passé ». Tels sont quelques-uns des reproches les plus souvent entendus. Il faut se figurer qu'au début des années 1970, la Corse est un territoire quelque peu oublié par la République française et ses services publics. L'arrivée des Pieds Noirs a exacerbé ce sentiment d'oubli et accéléré la montée d'un mouvement autonomiste. Les politiques publiques de développement de la Corse des années 60 et 70 profitent in fine, surtout aux non-corses et notamment aux Pieds Noirs. Ainsi, en 1973, les frères Simeoni fondent l'Action pour la Renaissance de la Corse, l'ARC ou l'ARC, qui prône l'autonomie de l'île. Ils luttent aussi contre les grands viticulteurs pieds noirs qui s'étendent, au détriment des petits viticulteurs locaux, et qui sont mouillés dans un scandale de vin frelaté. Ces malversations font beaucoup de tort à la filière viticole corse. En août 1975, une trentaine de membres armés de l'ARC, avec en tête Edmond Simeoni, passent à l'acte. Ils occupent la cave viticole d'un de ces viticulteurs pieds noirs qui seraient impliqués dans ce scandale de vin frelaté. Il s'agit pour l'ARC de dénoncer cette escroquerie et de protéger les petits viticulteurs corses. La réponse de la République ne tarde pas. Le ministre de l'Intérieur envoie immédiatement 1200 gendarmes et CRS, des blindés légers et des hélicoptères pour déloger l'ARC. Le 22 août, un hélicoptère essuie des tirs de l'ARC. L'assaut est donné par les forces de l'ordre. Une fusillade s'ensuit, 2 gendarmes sont tués et les membres de l'ARC se rendent. Edmond Simeoni est immédiatement arrêté et déféré dès le 27 août 1975 devant la Cour de sûreté de l'État. Le même jour, le Conseil des ministres décide la dissolution de l'ARC et Simeoni est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Malgré la reddition de l'ARC, l'événement a mis le feu aux poudres. Des manifestations violentes éclatent en Corse. Le drame d'Aléria marque véritablement la naissance du mouvement nationaliste corse. En 1976 est ainsi fondé le Front de Libération Nationale de la Corse, FLNC. Il revendique l'indépendance de l'île et prône la lutte armée. Cette période est un vrai tournant dans l'histoire de l'île de Beauté. Entre 1975 et 1982, 2957 attentats sont commis. Le FLNC est certes interdit en 1982 pour terrorisme, mais il se maintient clandestinement. La violence devient une réalité permanente en Corse. Les plastiquages visent principalement ce qui représente la présence de l'État français, comme certains bâtiments publics. En dépit des réponses institutionnelles apportées par les pouvoirs publics, tels que le statut particulier de 1982 ou celui de 1991, qui accordent à la Corse une plus grande autonomie, les attentats se poursuivent. Et mes oncles Alain et Pierre, comment ont-ils vécu cette période ? Non, on se sentait... Moi, je ne me sentais pas concerné. Mon père, je ne sais pas, peut-être qu'il avait peut-être des appréhensions, mais il n'en parlait pas. Il ne le faisait pas ressentir. Ouais, non, je te dis, ils étaient bien intégrés, ils étaient bien... Après, c'est toujours pareil, il y a toujours des mécontents, des ci, des là. Et d'après moi, ça a mis 15 ans avant de se... Et encore, c'est même pas personnel, c'était parce qu'il fallait marquer un coup, quoi. Ok, mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas moi. Non, le premier à la maison, ils ont mis sous la porte dans le port d'entrée en bas, ils ont mis un petit pain, ils ont payé quelqu'un pour le mettre un pain. Ouais, un pain de plastique. Ouais. Ok. Bon, ça, c'était à la villa à Sartène. Ouais. Ok. Et après, il y en a eu un autre Et Pépé, il dormait à la villa ? Viviane était enceinte de Jessica et elle était juste au-dessus. Ok.
Ah oui, ça a dû vous faire bizarre en fait. Ah oui, ça fait... Eh ben, ça fait boum, puis on s'est réveillé, on était voir ce qui se passait. Bon, après, il y a les gendarmes, ici, là, puis voilà, après ça, on n'a plus entendu parler. Voilà. Et la porte, elle avait explosé? Ouais, elle avait un petit choc, mais ça avait un petit truc, c'était juste pour faire du bruit. Et toi, tu dis que c'était pas forcément lié au mouvement autonomiste ou nationaliste en fait. Enfin, celui de la maison, oui, je te dis, c'est pour... il devait sûrement devoir faire des actions sur certaines, et on était... Il n'y avait que des pieds noirs qui avaient été visés à cette tenue-là. Ah, vous n'étiez pas les seuls en fait? Non, c'est 7 ou 8 qu'il y en a eu. Oh, la même nuit? D'accord. Bah, ils avaient un peu peur, ils avaient peur que ça redémarre un peu comme en Algérie, mais comme ils étaient déjà bien lancés, bien impliqués, ils ne pouvaient pas faire marche arrière. Ils étaient obligés d'attendre et de subir, quoi. Non, ils ont fait le dos rond, ils ont attendu que ça passe. Je ne veux pas dresser un portrait négatif, au contraire. La Corse, c'est l'endroit où mon grand-père a vécu jusqu'à son décès et qu'il a adopté comme sa terre. C'est là que vit aujourd'hui une partie de ses enfants et de ses petits-enfants. L'histoire qui reste retient surtout le positif et l'opportunité de se reconstruire après avoir quitté l'Algérie. Pour ma part, la Corse, c'est l'endroit où j'ai des souvenirs d'enfance merveilleux. Pourtant, j'ai grandi avec ces histoires de plasticage que je ne comprenais pas vraiment. Faire ce podcast, ça m'a permis de comprendre ce qu'il s'était passé et de remettre les événements dans leur contexte. De même que pour l'histoire de ma famille Pieds Noirs. C'est une question qui me travaille un peu d'ailleurs. Au final, qu'est-ce qui reste de toute cette histoire de ma famille Pieds Noirs? Et qu'est-ce qu'on transmet?